Bien, dans le débat, il est consacré à la Côte d'Ivoire avec la très large victoire d'Alassane Ouattara au premier tour de la présidentielle avec 89,77% des voix, a annoncé la commission électorale indépendante. Il est réélu donc pour un 4e mandat à la tête du pays. Ces résultats devront être confirmés par le Conseil constitutionnel. La CEI a également dit que le taux de participation était de 50,10%. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme. On va y revenir. Donc, quelles leçons peut-on en tirer? Économie, relations extérieures, sécurité, quels sont finalement les grands défis à relever pour Alassane Ouattara pour ce 4e mandat? On va poser ces questions à mes invités. Francis Patinde est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Seydi Kaba. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, écrivain, chercheur associé et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Bienvenue. Nous avons Stéphane Ballon, rédacteur en chef Afrique à France 24. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphanie. Et puis Antoine Glaser. Bonsoir, journaliste, écrivain et spécialiste de l'Afrique. Bienvenue à vous. Également, avant de démarrer ce débat, direction tout de suite Abidjan, puisque Julia Guggenheim, notre correspondante, est bien sûr sur place. La commission électorale qui a donc annoncé cette large victoire d'Alassane Ouattara il y a quelques instants. Julia. Oui, effectivement, c'est donc une victoire écrasante et dès le premier tour qui se profile, c'est le un coup KO, comme son parti l'avait répété à l'envi ces dernières semaines. Il est donc loin devant Jean-Louis Billon qui a fait 3%, Simone Evet Gbagbo, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo qui a fait 2,42%, Awa Don-Melo et Henriette Lagou, eux, ont fait moins de 2%. Ce sont toujours des résultats provisoires. Des recours peuvent être déposés pendant 5 jours devant le Conseil constitutionnel, qui aura ensuite 7 jours pour les examiner avant de proclamer les résultats définitifs. Le président de la commission électorale indépendante a également annoncé le taux de participation qui est donc de 50,1% pour cette élection. C'était un des enjeux majeurs également de cette élection. Merci Julia. Julia Guggenheim, donc en direct de d'Abidjan. Avant de démarrer ce débat, je vous propose justement un portrait d'Alassane Ouattara qui devra donc entamer son 4e mandat. C'est tout de suite. 14 ans qu'il est au pouvoir en Côte d'Ivoire. À 83 ans, Alassane Ouattara entame son 4e mandat. Une victoire de plus, après un scrutin relativement calme selon lui. Je constate avec cette élection que la paix est revenue, que les uns et les autres sont sortis pour voter, et je voudrais les remercier. Le gouvernement avait justement interdit toute manifestation en marge du scrutin où l'opposition avançait divisée et affaiblie. 2 des principaux candidats de l'opposition, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, ayant été interdits de se présenter. Un tour de vis pour éviter de revivre la présidentielle de 2010. À l'issue du scrutin, Alassane Ouattara est désigné vainqueur par la commission électorale, mais le résultat est invalidé par le Conseil constitutionnel qui acte la réélection du président sortant, Laurent Gbagbo. S'ensuivent plusieurs mois de guerre civile avant l'arrestation de Gbagbo. 3000 personnes meurent dans le pays. Depuis, Alassane Ouattara, économiste de formation, affiche sa volonté de réconcilier les Ivoiriens et de reconstruire le pays. Écoles, universités, hôpitaux, les infrastructures sont modernisées et la croissance de la Côte d'Ivoire bondit de 8% en moyenne par an entre 2012 et 2019. En 2020, le décès de son dauphin et une réforme de la Constitution permettent à Alassane Ouattara de se représenter. Les élections sont alors boycottées par l'opposition et des violences intercommunautaires en marge du scrutin font 85 morts. Aujourd'hui, le pays reste divisé. Si une partie de la population salue ses réussites économiques, une autre déplore la vie chère et une croissance qui ne profite pas à tout le monde. Stéphane, alors les premiers enseignements de ce scrutin qu'il faut dire, ces résultats sont encore provisoires puisqu'il doit y avoir donc une confirmation du Conseil constitutionnel qui a 5 jours, c'est ça, pour confirmer les résultats. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce scrutin? Que tout s'est passé comme c'était prévu finalement. On s'attendait à une victoire d'Alassane Ouattara qui avait face à lui des candidats qui n'étaient pas portés par de grands partis politiques.
On avait des doutes, on avait des inquiétudes. En tout cas, c'était l'élément qui était surveillé, le taux de participation. Alors 50,1%, c'est correct. Ça veut dire que si on compare... un Ivoirien sur deux s'est déplacé pour aller voter. Et encore, parce que si on compare à 2010, par exemple, où on a atteint un pic de 80%, c'est une baisse significative. Et même si on compare à la dernière présidentielle où on a frôlé les 54%, ça reste une baisse significative. Et j'ajoute à cela, c'est-à-dire donc ils ont un peu boudé le scrutin. Ils ont boudé le scrutin. Et même si on pousse la logique un peu plus loin, vous voyez que le corps électoral en Côte d'Ivoire se situe autour de 14 millions de personnes. Finalement, on a réussi à inscrire 8,7, à peu près 9 millions de personnes. Et sur ces 9 millions de personnes, seuls 50% ont voté. Donc il y a... Je veux dire, il y a un désamour, je pense qu'on peut le dire, entre les Ivoiriens et la politique. Donc tous ces éléments-là étaient des éléments qui étaient surveillés en amont, qu'il fallait surveiller, et ça se confirme. Et quelle autre leçon tirer de ce scrutin? On craignait des débordements parce qu'il y avait en face des candidats dont le dossier n'a pas été retenu par le Conseil constitutionnel, qui ont boudé ce scrutin, dont les partisans ont appelé à des manifestations. Donc Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo. Mais on se rend compte que dans l'esprit des Ivoiriens, les violences post-électorales précédentes c'est encore très présent. Et il y avait du mécontentement, mais il y avait aussi cette volonté de ne pas revivre les violences du passé. De 2010-2011. Je pense que dans la configuration dans laquelle on est allé aux élections, justement, un des principaux enjeux, c'était le taux de participation, puisque en amont déjà, comme il a été bien rappelé, les deux principaux partis, le PDCI du président Tidjane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo n'ont pas pu avoir de candidats. Et un des enjeux, justement, dans ce contexte-là, c'était le taux de participation. Et lorsqu'on décrypte le taux de participation, lorsqu'on l'affine, on remarque qu'il y a des partis où le taux est très élevé et des partis où il est moins élevé. Beaucoup plus élevé au nord. Voilà, le nord, qui est le fief de Ouattara, a connu des scores au-delà de 80%. Il y a même des régions où on a voté au-delà de 90%, alors qu'au sud, le taux est beaucoup plus bas. Je crois qu'à partir de là, on va y revenir sans doute, un des défis du président Ouattara sera de se comporter en président de tous les Ivoiriens, y compris le nord comme le sud. Antoine Gazer, 89,77% pour Alassane Ouattara. Il y avait la fameuse phrase du CID de Corneille, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». C'est vraiment ce qui se passe. En plus, c'était à vaincre sans péril. Il n'y avait aucun péril puisque les deux grands leaders n'ont pas pu se présenter. Et c'est sans gloire parce que c'était un pays totalement verrouillé. 44 000 policiers, 700 manifestants arrêtés, 70 qui ont pris 3 ans de prison. Donc c'est un pays totalement sous cloche, verrouillé. Alors bon, on va expliquer qu'il y a des problèmes au nord, etc., etc. Mais très honnêtement, je ne pense pas qu'Alassane Ouattara, il savait bien qu'il allait repasser. C'est quand même... Ça s'est fait... Mais là, le score est très important, Antoine Gazer. 89,77%. Oui, mais c'était pas un jour électoral, c'était un jour ordinaire, sauf s'il y a eu un certain nombre, malheureusement, de morts dans le Nord, etc. Mais c'était un jour ordinaire. D'ailleurs, on a bien vu, toute la journée de samedi, il ne se passait rien. C'était un pays sous cloche. Francis Pétindé, les enseignements de ce scrutin. Il n'y avait pas de suspense. Tout le monde savait qu'Alassane Ouattara allait être réélu. D'autant plus qu'il était face à des seconds couteaux. Il faut appeler les choses par leur nom. Les deux ténors de la classe politique étaient absents. Donc, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est savoir ce que le président Ouattara va faire de sa victoire et ce qu'il va faire il entend faire du quinquennat à venir. Il ne faut pas oublier quand même des choses. C'est que le président Ouattara fait partie du club restreint, select, des présidents les plus âgés d'Afrique. Il fait partie du top 83 ans, parmi les 10 présidents africains les plus âgés. Et maintenant, il est en passe d'intégrer un autre club, un cercle, le cercle des présidents qui ont une longévité à la tête de l'État.
4e mandat. 4e mandat, pourquoi faire? Et ce sont des septennats à chaque fois. Hein. Et je fais remarquer... Non, un quinquennat. Septennat, c'est pour le Cameroun. D'accord, c'est le septennat, c'est pour le Cameroun. Ce qui est important, c'est de savoir, il y a 5 ans, le même président Ouattara avait un dauphin tout désigné, Amadou Gon Coulibaly. Et malheureusement, le pauvre est décédé avant l'élection, le scrutin. Donc, s'il caressait le rêve, déjà, il y a 5 ans, de se faire remplacer, je me demande pourquoi il l'a fait. Il sollicite un 4e mandat. Il aurait pu. Il a eu quand même, là, quasiment depuis 2000 et 2010, il a eu le temps de... Et Dieu sait si autour de lui, il y en a un certain nombre qui sont parce proposés. Parce que ce qu'on voit souvent, on croit que c'est chez les adversaires qu'il y a l'appétit de diriger un pays. Mais en fait, non. Absolument. Le proche entourage du président Ouattara, il y a des gens qui piaffent depuis des années. Et qui sont tenus à bout de garde pour pas qu'ils s'approchent trop près. Pour qu'ils s'approchent trop du pouvoir, du fauteuil. Alassane Ouattara, donc réélu pour ce 4e mandat. Un mot justement pour finir sur cet âge, parce qu'on parle toujours de l'âge, on parlait de l'âge de Biden à l'époque, 83 ans dans un pays où la population est quand même très jeune, Stéphane Ballon. Donc, et puis même les autres candidats d'ailleurs, ils avaient au moins plus de 60 ans. Ce hiatus entre cette jeunesse et leurs élites, ça aussi c'est quand même quelque chose qui marque. C'est peut-être finalement un des éléments qui justifie aussi cette participation faible, si je puis dire, parce que quand vous avez une population majoritairement jeune qui ne se reconnaît pas dans la classe dirigeante, c'est difficile de la mobiliser. Et pendant toute la campagne et même l'après-campagne, nos correspondants, nos envoyés spéciaux qui étaient sur le terrain le disaient, quand on parle aux jeunes, et ils disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'on nous demande d'aller voter pour que nos vies changent, mais au final, le résultat est le même. C'est la même classe dirigeante qui est là et qui est là depuis très longtemps. Et qui 70% des Ivoiriens ont moins de 35 ans. 70% ont moins de 35 ans. Exactement. Donc, il peut être difficile de se reconnaître dans un président qui a 83 ans. Et ça fait partie aussi des choses qui ont un peu, pollué, à mon avis, le débat préélectoral, finalement, parce qu'on est resté autour des mêmes personnes. Entre Ouattara, à qui on conteste un quatrième mandat, Laurent Gbagbo, qui était déjà l'adversaire de Ouattara en 2010, et qui lui-même, dans une interview, a dit « Ah, mais je n'étais pas intéressé par la candidature. J'y suis allé finalement parce que Ouattara y allait aussi. » C'est incroyable, c'est comme si... Finalement, il n'a pas plu. C'est comme si l'après-Oufouettisme n'avait jamais démarré. C'est ça qui est incroyable. On a toujours eu 3 hommes dans un bateau. À un moment donné, vous aviez vraiment Alassane Ouattara qui était allié avec Laurent Gbagbo contre Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a été remplacé par Tidjane Thiam. Maintenant, vous avez Tidjane Thiam avec Laurent Gbagbo contre Alassane Ouattara. C'est vraiment 3 hommes dans un bateau. C'est comme si ce pays n'arrive pas à se réconcilier. Parce que réconciliation, ça veut dire justice. Il n'y a pas la justice. Et donc, c'est un pays qui reste quand même très écartelé. Oui. Je crois que aussi la faible inclusion des jeunes, leur faible association à la gestion du pouvoir explique aussi l'ordre de priorité. On a vu dans le reportage que la croissance n'est pas très bien partagée. On va y revenir d'ailleurs. Parce que si les jeunes ne sont pas associés à la décision, ça veut dire que l'ordre de priorité aussi du pays ne tient pas compte sans doute de leurs préoccupations. Parce que paradoxalement, au moment où l'économie ivoirienne se porte bien, le chômage de jeunes, lui, il reste préoccupant. Les jeunes diplômés, en particulier. Juste un mot sur l'âge. Sur l'âge, on sacralise les vieux en Afrique. C'est des sages, à condition qu'ils soient justement sages. Et une des sagesses, c'est de ne pas solliciter trop de mandats. Voyez ? Donc c'est ça. Parce qu'on peut être jeune et ne pas être au diapason avec la jeunesse. Et je vais vous donner un exemple. Dans certains pays du Sahel, la gouvernance est jeune, mais pourtant, la Côte d'Ivoire, au niveau économique, c'est quand même beaucoup mieux que ces pays-là. L'âge ne dit pas tout. L'âge ne dit pas tout. Madagascar. Madagascar aussi. Ouais, voilà. Un mot sur le taux de croissance, justement, on en parlait. Le FMI qui prévoyait en 2013 déjà, le FMI parlait du 2e miracle ivoirien. Plus de 10 ans plus tard, finalement, la croissance elle est de 6,5% en moyenne entre 2021 et 2024. C'est largement au-dessus de la moyenne régionale qui est plutôt à 3%. Stéphane, est-ce qu'on peut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même Abidjan, les
les 5 millions d'habitants qui concentrent la majorité de l'activité économique et puis le reste de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est une... je vais dire, factuellement, c'est vrai. De manière générale, si vous voulez, sur le plan macroéconomique, évidemment, quand on prend les indicateurs, ils sont bons, que ce soit la croissance, les investissements directs et étrangers. La Côte d'Ivoire est attractive pour les investisseurs. C'est un fait. Mais quand vous poussez l'analyse plus loin, vous voyez qu'en fait, c'est une richesse créée finalement par des multinationales qui s'accaparent finalement l'essentiel de la richesse créée. Et d'ailleurs, ça a été une des principales critiques au bilan d'Alassane Ouattara. On a créé de la croissance, on a créé des infrastructures. C'est beau Abidjan le soir quand vous y êtes avec les ponts et la lumière, tout ça. Deuxième plus grande ville d'Afrique de l'Ouest, derrière Lagos. Dans ce même Abidjan, vous avez deux Abidjans qui vivent, qui coexistent. Vous avez le Abidjan, je caricature un peu, Abidjan du quartier des Plateaux. Vous avez des entreprises, des jeunes cadres qui profitent de cette croissance-là, qui sont dans l'activité économique. Et puis vous avez l'Abidjan des quartiers populaires où les infrastructures ne sont pas au niveau. J'étais à Abidjan en septembre, j'allais à l'aéroport, et j'étais d'ailleurs avec Sédic ici présent. Parfois, vous passez devant des infrastructures, vous en êtes étonné. C'est pas la Côte d'Ivoire qui est vendue. Donc, il y a de la croissance, il y a de la richesse qui a été créée. Le défi, désormais, c'est de faire que cette croissance économique devienne de la prospérité. Oui, soit plus inclusive, comme on dit dans le jargon. Vous êtes d'accord, Sédic, puisque vous y étiez? Non, je pense que Stéphane a l'impression qu'on retombe toujours sur les mêmes problématiques. Il y a un problème de croissance, de la répartition de la croissance. C'est vrai que la Côte d'Ivoire affiche 8%, 6%, entre 6 et 8% depuis un certain nombre d'années, depuis une demi-douzaine d'années presque. Mais c'est pour ça qu'il parlait du miracle ivoirien. Du point de vue de l'impact sur l'assiette de la ménagère ou sur son panier, ça ne se ressent pas. Donc il y a, je crois, il faut trouver une meilleure clé de répartition de la richesse. Et de ce point de vue, on sait que la croissance ivoirienne, elle est portée par un certain nombre de produits, de matières premières, que ce soit le café, le cacao. Et du point de vue du prix d'achat, il y a eu des efforts, mais on n'est pas arrivé à un niveau où ça peut permettre d'avoir un impact sur la vie quotidienne des producteurs de café et de cacao. Je crois que la Côte d'Ivoire a fait un premier pas, celui d'avoir une première transformation de la matière première avant son exportation, ce qui peut avoir de la valeur ajoutée. Il faut que ça se poursuive pour que le producteur de cacao puisse bénéficier du café qui est vendu, du chocolat qui est vendu en Suisse. Oui, là, vous parlez de toutes les contradictions de cette filière cacao. Finalement, les petits agriculteurs n'en profitent pas vraiment. Non, là, il y a une augmentation du prix avant les élections. Bon, le prix électoral. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Mais en fait, 80%, pas 70%, 80% de l'activité économique, c'est sur Abidjan. C'est quand même impressionnant. Et il y a le reste du pays. Alors bon, il y a une noix de cajou, la nacarde, puis on ne parle pas de ce qui rapporte réellement dans ce pays. Il y a du pétrole, du gaz, des mines, des minerais. On parle toujours que du cacao. Pourquoi on ne parle pas du pétrole, du gaz et des minerais? Parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il y a des grands groupes qui les exploitent. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la Côte d'Ivoire dans le secteur minier, dans le secteur du gaz, du pétrole, pour les centrales thermiques. Donc c'est un pays qui vraiment a des richesses quand même relativement importantes comparé à ses voisins. Et très honnêtement, ça ne ruisselle pas, comme on dit toujours. Il y a les gens... Enfin, quand on voit 40% de la population est encore en dessous du seuil de pauvreté... Ça, j'ai même vu un chiffre qui dit... ah oui, c'était 55... Vous dites 40% aujourd'hui? Oui, 40%. C'est un chiffre plus ancien. Et l'espérance de vie n'est toujours que de 62 ans. Je veux dire, c'est un pays, quand vous avez ce qu'on appelle aux Nations Unies les indices de développement humain, la Côte d'Ivoire devrait être vraiment dans le haut du panier des pays africains. Et ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi alors, Francis Patindé? C'est vrai que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui porte toute l'Afrique de l'Ouest. Et surtout les pays de l'UEMOA, les 8 pays faisant partie de la zone franc en Afrique. C'est l'économie ivoirienne qui porte. Tous les experts vous diront ça. Et même les pays comme le Mali, comme le Burkina en profitent. C'est grâce au président Alassane Ouattara
qu'on n'a pas fermé le robinet au Mali, par exemple. Oui, alors il y a des problèmes aujourd'hui, on va y revenir d'un point de vue sécuritaire. Et aussi le Burkina, il y a des tensions entre les deux pays, mais malgré ça, moi j'ai vu des banquiers, j'ai vu des experts récemment, là-bas j'étais en Côte d'Ivoire moi aussi il n'y a pas très longtemps, c'est le président Ouattara prêche l'apaisement, ne pas les étrangler. Donc c'est une économie qui est bien, mais c'est vrai que quand je vais en boîte en Côte d'Ivoire, ça je fais une petite révélation, je vais en boîte de nuit, je fais 3 boîtes de nuit en une nuit, il y a des gens qui claquent de l'argent, des jeunes, les trentenaires qui claquent de l'argent comme je n'en ai jamais vu. Donc il y a des golden boys, il y a des nouveaux riches qui claquent beaucoup d'argent, mais à côté, mais il y a des gens qui vivent dans une misère noire, si je puis dire, et qui n'arrivent pas à faire 2 repas par jour. C'est évident, c'est cette Côte d'Ivoire. Il y a des déguerpis, il y a des gens qu'on a chassés de leur quartier parce qu'il fallait assainir, et on ne les recasse pas ailleurs. Donc il y a plein de problèmes sociaux, et je pense que le nouveau mandat de Ouattara, ça devrait être en priorité consacré au social. Oui, Stéphane Ballon. Oui. C'est aussi un peu le propre des modèles, j'allais dire, néolibéraux, je vais y arriver, qui sont pas, c'est pas une croissance pauvre, j'allais dire. On crée de la richesse à travers les grands travaux, les investissements étrangers. Le défi, c'est l'étape d'après. C'est arriver à créer j'allais dire, un environnement économique. Parce que alors, il y a eu une classe moyenne qui a émergé. C'est ce dont parlait Francis. Mais en fait, c'est arriver à créer un écosystème d'entreprises locales, de PME locales, qui participe à cette création de richesses. Vous parliez, Antoine parlait de pétrole, de minerais. C'est vrai, la Côte d'Ivoire n'est pas encore un grand producteur de pétrole. Il y a eu des découvertes importantes qui ont été faites, notamment par Eni. Mais on parle là des secteurs qui ne créent pas de l'emploi. C'est des secteurs qui attirent des capitaux, mais ça ne crée pas de l'emploi. L'enjeu, et c'est là où il va falloir travailler pour, j'allais dire, apaiser un peu les esprits en Côte d'Ivoire, c'est créer un écosystème autour de ces industries-là, que ce soit le cacao, les mines, comme dit Cédric, la transformation locale. La transformation, et pour créer de l'emploi, parce que c'est ça qui va permettre de réduire les inégalités et de provoquer finalement ce ruissellement qu'on n'a pas aujourd'hui. En particulier dans les zones rurales, Antoine Glaser. Dans le nord-ouest, manifestement, l'État finance des jeunes sans diplôme pour qu'ils puissent créer leur exploitation, mais est-ce qu'il le fait suffisamment? Ça faisait partie en tout cas des projets de Ouattara avant. Est-ce qu'il va mettre l'accent là-dessus? Pour être un peu désagréable, c'est très difficile d'investir autant dans les services de sécurité, dans l'armée, etc. Je veux dire, ça reste, même si c'est un pays prospère sur le plan financier, je veux dire, il y a des limites. Hein. Il y a beaucoup d'emprunts en eurobonds et autres, mais au bout d'un moment, il y a des choix aussi stratégiques. Les choix stratégiques, franchement, depuis un certain temps, on voit beaucoup plus des sociétés israéliennes de cyber-renseignement qui viennent à Abidjan pour verrouiller l'affaire. Quand vous avez quand même 44 000 policiers, gendarmes, etc., il faut les habiller, il faut les équiper, il faut les payer. Je veux dire, les priorités, récemment, ça a plus été dans le domaine de sécurité, à juste titre par rapport à ce qui se passe aussi dans le Sahel. On va y revenir aussi. Par rapport, je ne dis pas que c'est nul, etc. Mais c'est vrai que les priorités, depuis un certain temps, par rapport à ce qui se passe dans le Sahel et par rapport à une situation électorale, pour pas que ça dérape, ça a plutôt été dans le sécuritaire. Donc vous devancez un petit peu justement la progression de ce débat. Intéressant d'y revenir sur cette partie sécurité avec cette montée du djihadisme dans les pays voisins. Vous disiez justement, Francis Patindé, qu'il n'avait pas étouffé les pays du Sahel, les fameux pays de l'AES. Mais en ce moment, au Mali, on voit bien qu'ils sont en train d'arrêter les exportations justement ivoiriennes, qu'il y a des tensions de plus en plus fortes, que le djihadisme progresse dans ces 3 pays, donc Mali, Niger et Burkina Faso. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'attaques du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Donc, où est-ce que ça en est, effectivement? Est-ce qu'il y a eu une réorganisation de la force militaire et sécuritaire ivoirienne face à ces menaces? Par rapport à la Côte d'Ivoire, par exemple, aujourd'hui, les djihadistes maliens sont
dans la région Sikasso, à Zégua. Zégua, c'est la dernière ville qu'on franchit pour entrer en Côte d'Ivoire. Quand moi, j'ai fait ça par la route, à l'époque plus faste et tout. Mais ils sont là. Donc, les transporteurs qui viennent de Côte d'Ivoire, qui rentrent en territoire malien, ben ça, c'est sûr que les djihadistes leur font la fête, hein, pour les carburants et tout. Donc, mais la Côte d'Ivoire, je dis techniquement, l'électricité, ils donnent une partie de l'électricité, ils fournissent une partie de l'électricité au Mali, et le président a donné des instructions, je ne le tiens pas de l'Ivoirien, mais je le tiens du côté malien, pour qu'on ne ferme pas le robinet. Ça a été la même chose. Vous savez qu'un ministre, le ministre des Finances du Burkina Faso, il vient d'être désigné président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Et certains États ne voulaient pas qu'on désigne... Ça a mis du temps, même la Côte d'Ivoire. Ça a mis du temps, absolument. Ouais. Mais certains États de l'UEMOA, oui, ne voulaient pas du tout. Et c'est Ouattara qui a payé de tout son poids pour qu'on laisse le ministre, qui est par ailleurs très compétent, hein, ce ministre. Oui, mais ils sont dépassés un peu par ce qui se passe du côté des djihadistes. Oui. Non, le défi sécuritaire est déjà présent en Côte d'Ivoire. Oui. Il n'est pas loin. Beaucoup se souviennent simplement les gens se souviennent simplement de l'attaque de mars 2016 à Grand Bassam. Mais après Grand Bassam, il y a eu 5 attaques djihadistes dans la zone de Kouafalo, sur la frontière avec le Mali, dont celle de 2021. Il y a eu beaucoup de soldats ivoiriens qui sont tombés. Donc la menace est déjà présente en Côte d'Ivoire. Maintenant, Antoine a bien rappelé. Sécurisé justement la frontière? Ils ont rappelé, mais à mon avis, ce que les Ivoiriens sont en train de faire et qui peut marcher, c'est ce que le Sahel n'a pas fait. C'est-à-dire mettre l'accent aussi sur le chômage de jeunes, empêcher que les jeunes soient recrutables. Et il y a un plan aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en train de développer pour faire en sorte que les jeunes qui sont au nord ne soient pas recrutables, parce que c'est ça aussi le vrai défi. Et ça, il faut mettre beaucoup d'argent. La priorité, si on met tout l'argent dans les contrats avec les Israéliens ou dans l'acquisition des moyens militaires, en laissant les jeunes de côté, on risque d'avoir les mêmes erreurs que le Sahel. Et on sait que les Américains qui sont partis du Sahel aujourd'hui font la cour à la Côte d'Ivoire pour pouvoir installer une base, parce qu'ils savent que le défi djihadiste est là, il n'est pas loin de les Américains pourraient donc installer une base de drone en Côte d'Ivoire. Ils voulaient une base de drone, apparemment ça a été refusé. Mais quand on parle djihadiste, il faut comprendre ce qui se passe dans cette région. Vous avez les éleveurs, vous avez quand même 80 000 Burkinabés qui sont descendus en Côte d'Ivoire, étaient chassés par justement les djihadistes. Et puis vous avez... On va regarder la carte. On en parle très rarement, mais vous avez quand même 4 millions de Burkinabés qui sont là depuis le temps de Houphouët-Boigny et qui travaillent en Côte d'Ivoire. C'est deux pays qui ne peuvent pas vraiment s'affronter, même s'il y a des problèmes au niveau politique entre eux, même s'il y a eu des enlèvements à un moment donné, même si vous avez des volontaires burkinabés. Mais ce sont effectivement... c'est impossible que ces deux pays se déchirent quelque part. Il y a trop d'intérêts liés. Et quand vous avez des communautés... Pareil pour le Mali. Il y a 2 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Ce sont des populations qui sont de plus en plus mélangées, mixées. Et donc, quand on parle de djihadistes, c'est dit qu'il a raison. C'est le problème aussi parce qu'on pense djihadiste. Mais le djihadiste, simplement un jeune, s'il a besoin à un moment donné d'argent, il va commencer on va lui dire prends ce camion, on va chercher des armes. Il va pas avoir les armes au départ. Il va simplement être payé. Puis il va pas avoir. S'il n'a pas de boulot, il va finalement se retrouver avec des djihadistes, mais sans avoir aucune idéologie et conviction. Y compris les Ivoiriens du Nord, Stéphane Ballon. Ce que dit Antoine renvoie finalement à la nécessité d'une coopération régionale, parce que ce que dit Sédic sur les mesures qui sont prises dans les régions frontalières, que ce soit en appui aux jeunes pour leur donner la possibilité soit de créer leurs propres affaires ou d'être formés pour trouver un emploi, ou même des mesures sécuritaires, le renforcement de la présence militaire, c'est très bien. Mais cela ne suffit pas. Tous les experts vous le disent. On ne peut pas lutter contre cette question sécuritaire quand il n'y a pas de coopération entre, d'une part, le Burkina et le Sénégal. Alors justement, il y a une coopération aujourd'hui entre ces pays et la Côte d'Ivoire. Non, aujourd'hui, il n'y a pas. C'est pour ça qu'il faut trouver le moyen d'apaiser les relations entre
notamment le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et même entre tous les pays de la zone, il y a eu à une époque ce qu'on appelait, je crois, c'est le processus d'Accra. C'est ça, l'initiative d'Accra. L'initiative d'Accra qui permettait aux pays de la région de travailler, que ce soit sur les échanges de renseignements. Mais ça n'a pas tenu longtemps. Il faut retrouver le moyen de collaborer, de travailler, de se donner des appuis, que ce soit militaires, c'est même essentiel pour que la prospérité du pays continue. Parce que sans sécurité, et lorsqu'on voit que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, justement affilié à Al-Qaïda, organise au Mali en ce moment un blocus sur le carburant importé des pays voisins, dont la Côte d'Ivoire, on voit bien qu'il y a quand même un vrai problème, que ce qu'on appelait cette expansion du djihadisme vers les côtes, il y a toujours ce problème. L'objectif, je passe le contrôle de Sédi, qui est très spécialisé dans ça, c'est les djihadistes, c'est d'étouffer le régime malien. Leur objectif, c'est ça, c'est d'étouffer totalement. Ils bloquent les apports, les camions qui viennent du Sénégal, qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent de partout. Donc, ils veulent les étouffer. Et aujourd'hui, vous avez dû entendre parler de la rentrée scolaire. Il n'y a pas eu de rentrée scolaire. Jusqu'au 10, jusqu'au mois de novembre, parce qu'il n'y a pas de carburant. Mais ce que je voulais ajouter, Antoine a parlé des réfugiés, des gens qui sont venus, les Burkinabés, qui sont venus au nord de la Côte d'Ivoire. Moi, je travaille un peu pour le HCR. Donc, ils sont plusieurs milliers. Mais la Côte d'Ivoire a écarté le HCR. Et c'est géré directement par la Côte d'Ivoire qui sédentarise cette population. Le HCR apporte seulement une expertise. Mais tout le financement est ivoirien. Un mot donc, Sédi Kaba, pour terminer sur cette expansion du djihadisme vers les côtes. C'est pire aujourd'hui avec ce qui se passe au Mali? Les risques sont plus grands? Non, l'agenda des djihadistes, il n'a pas changé. Ils veulent exporter la menace du Sahel vers le golfe de Guinée. Et sur ce plan, ils progressent. Les villes de Kay, de Sikasso, Kay sur la frontière avec le Sénégal, Sikasso n'était pas concerné par la menace. Donc l'extension géographique se poursuit. Et les djihadistes ont cet agenda. D'où l'urgence, comme a dit Stéphane, de construire une réponse transnationale. On a vu dans l'approvisionnement du carburant le fait que les Ivoiriens et les Maliens n'arrivent pas à coordonner l'approvisionnement, fait que dès que l'approvisionnement quitte la Côte d'Ivoire, rentre dans le territoire malien, il ne peut plus être assuré jusqu'à Bamako. Donc il y a cette urgence. Donc ça va être un des grands défis. Il faut construire une réponse. Et je crois que la bonne nouvelle, c'est que il y a longtemps, la crainte qu'on avait, c'était la rupture entre la CEDEAO et l'AES. Aujourd'hui, chacun a compris qu'il est dans l'intérêt de chacune des parties de poser des passerelles. Et il y a des discussions, justement, à mon avis, un des points d'accord entre la CEDEAO et l'AES pourrait être justement le défi sécuritaire. Pour qu'on comprenne, ça veut dire qu'il y a la CEDEAO, l'AES, ils ne sont plus dans la CEDEAO, mais ils sont dans l'Union. L'AES, donc les trois pays dont on parlait du Sahel, le Mali, le Burkina, etc., et Niger. Et eux, ils ne sont plus dans la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, mais ils sont dans l'Union économique et monétaire. Ils ont créé ça veut dire qu'ils ont toujours le franc CFA entre eux. Oui, voilà. Ils ont toujours le franc CFA. Un mot sur les relations justement avec la France. Antoine Glaser, quid justement des forces militaires françaises? Il y a eu là aussi une réorganisation avec les autorités ivoiriennes. Absolument, ça a été très rapide. Le 43e BIMA, enfin, je veux dire, les Français sont... En fait, la base de Côte d'Ivoire, finalement, du 43e BIMA, ça servait de base arrière stratégique pour l'ensemble des militaires français dans le Sahel. Une fois que déjà il n'y a plus ces militaires français dans le Sahel, ça a beaucoup moins d'intérêt pour la France. Et surtout, compte tenu du souverainisme, la montée des jeunes et qui voulaient virer la France de Côte d'Ivoire comme ça s'était passé dans le Sahel, il y a toujours des militaires français. Mais il y en a combien? Il y en a 100, 200, enfin, c'est encore variable. Ils ne ont pas donné de chiffres précis, mais ils sont beaucoup plus dans la formation. Ils ont débaptisé le 43e BIMA, ils ont donné le nom d'un Ouattara, d'ailleurs le premier chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont ivoirisé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore une sécurité ou des grandes oreilles françaises, mais il y a aussi des grandes oreilles israéliennes ou de tous les pays. Il y a la Chine, bien sûr, qui investit dans les mines, Alassane Ouattara, il Nigeria. a, comme les autres chefs d'État, il a le monde entier dans sa salle d'attente. Il ne faut pas se leurrer, il a les Turcs, il y a le monde entier maintenant sur l'Afrique. Et vous allez voir avec l'histoire... Les Américains maintenant aussi. La stratégie, vous allez voir avec Trump,
sur la stratégie minière en Afrique, il ne va pas laisser... Lui, c'est fini. Les pays qui disaient qu'il était vraiment une expression horrible, le trou du cul du monde. Là, c'est fini, ça. Maintenant, c'est avec les minerais, etc., contre la Chine. Je peux vous dire que Trump, il va revenir très, très vite en Afrique. La Chine, qui est effectivement un des grands partenaires de la Côte d'Ivoire, Stéphane, investit donc dans les mines d'or, dans le BTP. Et puis, il y a aussi les Turcs, les Marocains, les Indiens, comme vous disiez, ils sont tous là. La France, c'est 2,4 milliards d'euros en 2024 d'investissement. Toujours 1000 sociétés françaises installées en Côte d'Ivoire. C'est un record, d'ailleurs, en Afrique francophone. Oui, la Côte d'Ivoire reste un partenaire stratégique, j'allais dire, de la France en Afrique de l'Ouest. Mais il n'y a pas que la France. On parlait tout à l'heure de croissance économique en Côte d'Ivoire. Si on considère que c'est un gâteau, le gâteau a grossi, mais ceux qui viennent prendre des parts très convoité, ce gâteau sont nombreux. C'est-à-dire que hier, vous aviez la France qui était très présente et qui était dans une position dominante. Aujourd'hui, on a la Chine qui est dans une position dominante sur le plan commercial, mais vous avez aussi les Turcs, vous avez en fait tout le monde est là. Et là aussi, ça a été j'allais dire, une des réussites de Ouattara, quoi qu'on dise, c'est-à-dire avoir réussi finalement à diversifier les partenaires. Et au-delà des partenaires, même si l'économie reste encore très extractive, là aussi, il y a eu une certaine diversification aussi quand même. C'est-à-dire que là où on était essentiellement cacao, aujourd'hui, on parle de l'anacarde, qui est devenue une des matières très exportées par la Côte d'Ivoire. On parle des mines, du pétrole. Donc, la France reste un partenaire important, mais la France n'est plus... la Côte d'Ivoire elle-même cherche... dans ce partenariat avec la France, à trouver des équilibres. Là, absolument. Air Côte d'Ivoire a ouvert une ligne sur Paris, parce que la France a 2 vols Air France et Corsair sur Abidjan. Et Air Côte d'Ivoire a l'ambition de batailler dur pour avoir beaucoup de fréquences. Peut-être la Turkish Airlines va savoir. Mais en fait, la France a bénéficié d'une rente politique pendant des décennies, et c'est fini, quoi. C'est la rente politique. C'est fini, mais justement, les chiffres montrent qu'elle est quand même bien là. Oui, mais enfin, il faut voir ce que finance aussi l'Agence française de développement. Enfin, on est entre nous. Mais je veux dire, il faut voir les accompagnements, financiers de la France pour maintenir ses entreprises, que ce soit sur vous avez quand même aussi les gros groupes. Vous avez Orange, vous avez Bouygues. Mais il y a encore des petits signes de la France-Afrique, parce que je veux juste rappeler qu'hier, il y a eu un communiqué du PPACI et de PDCI-RDA, les partis de Gbagbo et de Tidjane Thiam, les deux qui n'ont pas rappelant que l'ambassadeur de France actuel, M. Béliard, donc l'ambassadeur de France à Abidjan, a été à une cérémonie et il portait la tenue. Il y avait les figures de Mme Ouattara. C'est vrai que ça s'est passé il y a quelques mois. Là, ils ont rappelé ça dans leur dernier communiqué. Vous dites, voilà, il y a quand même, ça veut dire que c'est considéré comme une émission toujours de la France. Non, Antoine Ouattara, il est francophile. La Côte d'Ivoire a été, avec le Gabon, une des vitrines de la France-Afrique. Il reste encore des vestiges, parce que la présence française et les leviers de l'économie sont encore gardés par... Il reste des vestiges. Alassane Ouattara est francophile quand même, Stéphane Balong. Non ? Il est mondialisé. Il est mondialisé, mais pas forcément francophile. Il parle très bien anglais. Oui, absolument. Il a fait une partie de son parcours aux FMI. Il a fait des études à Philadelphie. Bon, un mot, je fais un dernier tour de table conclusif. Quelle va être la première décision qu'il devrait prendre ? Moi, je crois qu'il faut que Ouattara, et c'est là la faiblesse de son bilan, c'est sur le plan de la réconciliation. Il y a encore des gens fait un moment qu'on qui ont été mis en prison, et je crois qu'il faut... La réconciliation. Dans les conditions où il a été élu, il faut qu'il réconcilie les Ivoiriens. Première décision qu'il devrait prendre. Et ruissellement social. Que les gens, comme on dit en Côte d'Ivoire, le bitume, ça ne se mange pas. Il faut leur donner autre chose que du bitume et des ponts. Stéphane Balong. Non, mais la réconciliation, il faut renouer avec... il faut remobiliser les Ivoiriens autour de la question politique. Quand on voit ce taux de participation qui nous a été communiqué aujourd'hui, on ne peut pas raisonnablement accepter que les Ivoiriens soient
à ce point détaché de la chose politique. Francis Patinde, la première décision qu'il devrait prendre, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, à l'avenir, ressemble à un pays comme les Seychelles. Vous savez que le 6e président des Seychelles a été investi hier dans l'anonymat total, Patrick Hermini, élu démocratiquement. 6e président de ce pays, les micro-États insulaires africains, sauf les Comores, donnent de beaux exemples. Il faudrait que la Côte d'Ivoire, mais également les autres pays africains, s'inspirent des micro-États insulaires africains. Merci beaucoup, Cédric Kaba, Stéphane Ballon, Antoine Glaser, Francis Patinde. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission consacrée donc à cette présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je vous dis à demain.